Premièrement, bonjour. C'est sûr que c'est bizarre parce qu'on ne peut pas vraiment interagir comme dans une présentation, dans une conférence. Je ne vais pas vous voir rire de ce que je dis ou peu importe. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de premières pour moi aujourd'hui. Premièrement, c'est la première fois que je fais un webinaire, en tout cas pour mes tâches à Ligdo, pour mes fonctions à Ligdo. En plus de ça, première fois que je vous invite à la maison. Je trouve ça quand même particulier de considérer que vous êtes en train de voir ma salle à manger en ce moment. Puis troisièmement, c'est la première fois que je fais une présentation qui est traduite de l'anglais. Donc, c'est quand même un petit défi pour moi, là, je vous avouerai aujourd'hui, mais j'espère que ça va bien aller et que vous allez vraiment apprendre là-dessus. Je ne sais pas si vous le savez, avant de travailler à Ligdo, j'ai fait plusieurs études. J'ai commencé en écologie lacustre et fluviale, puis ensuite de ça, je suis allé en microbiologie. Donc, la qualité de l'eau, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Ce que j'ai appris aussi, c'est que l'agriculture, c'est comme l'écologie, mais le fun, parce que moi, je n'ai pas vraiment aimé l'écologie. Faut se rappeler que l'écologie, c'est la science des interactions. Quand vous travaillez sur vos productions agricoles, c'est comme si vous étiez des écologistes. Les écologistes, ce n'est pas juste des personnes grano qui ne se promènent pas de souliers à l'université. C'est vraiment une science là, axée sur les interactions. En fait, vous faites ça quand vous produisez vos plants là, agricoles. C'est peut-être juste qu'on s'en rend un petit peu moins compte. Donc, en fait, dans les dernières années, on entend beaucoup parler de d'efflorescence d'algues. Souvent, on appelle ça aussi des blooms d'algues. Donc, c'est un phénomène là, qui est en fait surtout causé par l'agriculture. Donc, ça cause plusieurs problématiques. Premièrement, au niveau esthétique, c'est sûr que pour le public puis pour vos clients que vous avez en pépinière, ce n'est pas vraiment un bon look de se dire, ben regardez, on a... l'eau est polluée, puis là, ça cause des blooms d'algues. En fait, là, je dis des algues, ça peut être des algues et des cyanobactéries qu'on appelle algues bleues, mais en fait, c'est un petit peu... c'est deux classes différentes, là, je vous dirais. On va voir un petit peu plus loin dans la présentation, je vais vous montrer ça. Ensuite de ça, au niveau de la réglementation, au Québec, on n'a pas tant de réglementation en ce moment pour la fertilisation. C'est quelque chose quand même qui va s'en venir. En Ontario, il y a déjà de la réglementation là-dessus. Donc, je pense qu'il faut être proactif. Il faut y aller d'avance parce que c'est sûr que cette réglementation-là va s'en venir là, aussi au Québec. C'est sûr qu'on a peut-être des producteurs francophones d'autres provinces, là, mais je vais quand même parler généralement du Québec. Ensuite de ça, l'irrigation, c'est quelque chose que vous savez qui est super important en pépinière. Quand on jette de l'eau qui est de mauvaise qualité dans l'environnement, c'est sûr que ça va nous revenir d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut quand même se considérer nous, puis considérer notre voisin qui va être en aval dans la rivière, là, ou en tout cas dans le prélèvement de l'eau. Donc, si tout le monde fait du sien, encore là, je vous dis, c'est un écosystème. Si l'écosystème est bien balancé, ça ne cause pas de préjudice pour personne. Donc, pour vous donner une idée un petit peu que ça ressemble à quoi les algues, ça, c'est un site d'échantillon de Mme West. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il va y avoir des problèmes d'obstruction éventuellement dans les temps. Ça, c'est des algues qui sont en prolifération là, assez intense. Donc, ça peut causer des grosses problématiques pour la production. Ça, c'est un autre exemple un petit peu plus proche. Là, on voit vraiment les amas verts. Là. Donc, c'est pas super intéressant de voir ça. Une autre chose ici, ça, c'est un essai là, qui a été fait dans un étang. En fait, pas dans un étang, dans un réservoir. Là, on voit le gros moton, là, désolé de mon français, du gros moton d'algues qui a bloqué les tuyaux. D'ailleurs, là aussi, stressez-vous pas, ce n'est pas des problèmes d'eau, le rouge. Là, en fait, c'est un marqueur que Mme West utilisait pour déterminer la rétention de l'eau dans les conduits. C'est vraiment un marqueur pour voir s'il y a encore de l'eau qui était dans le réservoir. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Il y a d'autres algues, là, un contre-exemple, en fait, c'est des macrophytes. Donc, c'est un petit peu des algues, des plantes aquatiques. Ça, en fait, ça peut être quelque chose qui est sain dans un étang à avoir. Donc, ça va utiliser les nutriments qui sont en trop grande quantité sans nécessairement avoir de problématiques pour boucher les tuyaux ou pour produire des toxines un peu comme les cyanobactéries. Donc, il y a un petit peu un mélange des deux. Parlant de cyanobactéries, ça ressemble un petit peu à ça. Ça, c'est pendant un échantillon. C'est ça, c'est un échantillon qui a été fait dans un projet. Ce qui est important à savoir, il ne faut pas se dire cyanobactéries, en fait, ça arrive parce qu'il y a une contamination ou quelque chose. Des propagules de cyanobactéries, c'est toujours là. Il y en a toujours qui sont présentes, il y a toujours des cellules. En fait, la question, c'est est-ce que l'environnement est favorable à leur croissance ou pas?
C'est sûr que quand on est rendu au milieu de l'été, il commence à faire chaud, là, il y a beaucoup trop de phosphore, qui est vraiment le facteur limitant là, dans leur croissance. C'est là qu'on va avoir des blooms d'algues qui peuvent être problématiques. Je vous rappelle que les cyanobactéries produisent des toxines qui sont dangereuses pour les humains. Donc, en grande quantité comme ça fait une grosse concentration de toxines, puis ça peut être dangereux là, premièrement pour la faune, puis ensuite de ça aussi pour les humains, s'il y a des plants baignables ou peu importe proches, ça peut être très problématique. Sous le microscope, ça ressemble à quoi ces algues-là? Donc, on a 4 exemples un petit peu différents. Premièrement, on a du Serracium, qui est un dinoflagellé. Les dinoflagellés, en fait, c'est rarement dangereux. Là. En fait, c'est plus dans le coin des mers, etc. Ce genre d'organismes-là peuvent causer aussi des blooms. C'est le phénomène de mer rouge qu'on entend parfois parler. Souvent, ce sont des dinoflagellés qui font ça. Donc, ces organismes-là sont capables de faire des toxines aussi. Quand on regarde ici, ça, c'est des algues filamenteuses. Donc, c'est les 2 images de droite. Je ne sais pas si vous voyez vraiment mon pointeur. Et ensuite de ça, à gauche, en bas, ce sont les fameuses cyanobactéries. Donc, comme ce sont des bactéries, elles sont beaucoup plus petites que les algues. Puis les cyanobactéries, c'est ce qui fait un petit peu plus peur. Là. Donc, les algues bleues, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, en fait, les productions agricoles, ce sont des environnements. Donc, on peut les voir d'un aspect écologique. L'écologie va toujours avoir la composante biologie, chimie et physique. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail, pour ce qui est de la chimie, c'est surtout le pH, nous, qu'on va regarder, la dureté de l'eau, la présence de bicarbonate et autres, les cibles réglementaires, en fait, là, tout ce qui est les nutriments, donc NPK, là, tous les ratios NPK, puis même les autres éléments là, qui sont peut-être un petit peu plus micro. Du côté biologique, c'est sûr que c'est les maladies des plantes. Donc, en fait, phytopathogène n'est pas nécessairement une bonne traduction, là, mais les agents pathogènes de plantes. On va avoir des problèmes de colmatage là, avec les algues et les biofilms. Donc, biofilm, en fait, c'est une autre notion encore. Ce sont des amas de bactéries. Là. Souvent, c'est des bactéries de différentes espèces qui vont se lier ensemble pour faire une genre de communauté. Meilleur exemple de biofilm qu'on peut trouver, c'est quand vous enlevez les cheveux là, du tuyau dans votre salle de bain ou quelque chose, puis qu'on voit qu'il y a des amas de trucs gluants. Ça, ce sont des biofilms. Ensuite de ça, il y a les toxines des cyanobactéries là, qui peuvent être aussi dangereuses dans la production. La première question, on se commence. C'est sûr que c'est un gros dossier, l'eau. Vous en utilisez beaucoup, vous en utilisez un peu partout, ça vient d'un petit peu partout. On commence par où? Bien sûr, on commence par la source. Donc là, je pense qu'on a le premier sondage qui est d'où provient cette eau municipale, d'où provient votre eau, en fait. Donc, vous pouvez aller dans l'onglet sondage là, pour pouvoir voter. Donc, il va y avoir l'eau municipale, l'eau de toit, l'eau de surface, l'eau souterraine et les bassins de recyclage. Donc, on va attendre juste un petit peu voir s'il y a d'autres personnes qui veulent voter. Donc, parfait. Je pense qu'on va mettre fin au sondage. Je vais cliquer. Donc, en fait, la majorité des gens là, dans le webinaire sont en eau de surface. Là, je vais juste fermer ça parce que ça me dérange. OK. Donc, par où on commence? Bon, c'est ça. D'où provient votre eau? Fait qu'on voit que vous connaissez quand même votre eau. Il y a des différentes sources d'eau. Les différentes sources d'eau vont avoir des caractéristiques différentes, mais en même temps aussi, un même type de source d'eau va avoir beaucoup de caractéristiques différentes. Donc, c'est important de connaître sa source d'eau. Il y a des moyens de le faire, d'ailleurs. Premièrement, une des stratégies qu'on peut faire, c'est de faire affaire avec un plan agro-environnemental. C'est une pratique qui, en fait, je ne le savais même pas avant de faire le webinaire, c'est partout au Canada. Par contre, nous, on le connaît bien là, au Québec sous le nom du plan d'accompagnement agro-environnemental, donc le PAA. Donc, ce n'est pas tout le monde qui fait ce plan-là, mais il y a une section qui parle de la fertilisation et de l'irrigation. Donc, c'est important à considérer. Ensuite de ça, on a plusieurs guides. Là, en fait, c'est écrit Maro là, ici, mais je pense que les gens connaissent plus sous le nom de l'OMAFRA. Donc, le ministère de l'Agriculture de l'Ontario a produit 2 guides. Donc, il y a un
guide, premièrement, pour les productions en contenant, et ensuite de ça, un guide pour la floriculture de serre, en contenant extérieur, pardon, puis ensuite de ça, floriculture de serre. Donc, il y a 2 guides qui servent un petit peu d'évaluation pour savoir qu'est-ce qu'on fait. En fait, c'est quoi les pratiques qu'on doit améliorer, puis quel genre de pratiques on a. C'est des outils qui sont super intéressants. Il y a peut-être des normes qui sont un petit peu plus par rapport à l'Ontario, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui se transpose là, pour le Québec aussi, vu qu'on n'a peut-être pas nécessairement des guides qui sont vraiment similaires à ça. Bon, qu'est-ce que je disais? C'est que je disais plutôt que c'était la source. On commençait par la source d'eau. Là, essayez pas de savoir c'est quelle production en pépinière, ce n'est même pas au Canada. Je pense que c'est en France ou quelque chose comme ça. Fait que vous serez probablement pas capable de l'identifier. Donc, c'est ça. On regarde ça, là, on va essayer de faire une vue d'ensemble, mais on va commencer par la source d'eau. Premièrement, la grosse question, c'est est-ce que vous faites tester votre eau? Qu'est-ce qui est plus, tu sais, dans le fond, est-ce que c'est une pratique que vous allez utiliser? Faut se rappeler qu'en fait, toute notre production va avoir une influence aussi sur la source, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Donc, il faut savoir l'eau, elle provient d'où aussi. Puis, il faut être sûr que ça n'influencera pas trop votre source d'eau, parce que là, ça peut causer des problématiques. Des fois, il y a des influences qu'on pense un petit peu moins. Comme par exemple, ici, c'est dans l'essai dans des essais qui ont été faits en Ontario, là, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 50 livres de phosphore total par hectare qui pouvaient être délestés dans l'environnement par année. Fait que c'est une source de phosphore qu'on ne considère peut-être pas, mais qui est quand même importante. En tout cas, moi, je viens du bord du fleuve, là, puis il y a des déjections d'outarde, c'est vraiment monnaie courante, puis ça cause des problèmes de coliformes. Là. Fait que c'est quand même quelque chose à considérer qui peut avoir un impact significatif. Il y a également les particules qui proviennent de l'eau des drains. Ça peut lier aussi le phosphore. Ces particules-là vont avoir souvent tendance à lier le phosphore. Donc, c'est quelque chose qui peut apporter aussi en phosphore et qu'on ne considère pas nécessairement. Là, OK, parfait. Oups, je pensais qu'on a changé trop rapidement. En fait, le phosphore, ben, cette slide-là, c'est un petit peu les résultats là, de la présentation. Le problème, en fait, ben, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus qui est intéressant, c'est que du début de l'année, qu'on voit ici, jusqu'à la fin, il y a vraiment des grosses différences dans le phosphore de l'eau. Ça, dans le cas-là, c'est la source d'eau de pépinière de plants contenants. Pour vous donner une idée, en fait, là, la tolérance du gouvernement ontarien pour ce genre de choses-là est à peu près ici. Donc, on dépasse quasiment tout pendant la saison 2013, puis on voit une très forte augmentation pendant la saison. Tandis qu'en 2014, ça reste stable, puis à peu près dans les limites. Ça augmente juste un petit peu des limites à peu près ici. Donc, qu'est-ce qu'on a à voir ici? Qu'est-ce que je veux vraiment que vous compreniez? C'est que quand on vous dit de faire des analyses d'eau de manière fréquente, c'est que dans le fond, quand vous faites une analyse d'eau, c'est une photo que vous faites. C'est vraiment juste à un point donné, à un moment donné pour cette quantité d'eau-là. Donc, ça ne va pas nécessairement vous dire que toute votre saison, votre eau va être belle. Fait que c'est quelque chose à considérer de faire des analyses d'eau. Je sais que ça a un coût, je sais que ça prend du temps de le faire, c'est compliqué à envoyer, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire parce que ça va vous sauver peut-être dans le futur là, avec les nouvelles réglementations qui peuvent éventuellement arriver. Même chose avec les bicarbonates, on voit que c'est toujours très élevé. Là. Les bicarbonates, je vous rappelle que ça va influencer sur la dureté. Donc, votre eau, est-ce que vous allez avoir... Puis, on a un gros problème avec ça. On s'entend au Québec, là, il y a beaucoup de producteurs qui ont... en fait, pas juste des producteurs, là, les autres villes aussi là, sont très fortes en dureté. Là, fait que c'est quand même quelque chose qu'on doit considérer. On voit que c'est ça, c'est souvent très haut, puis que ça contribue quand même à un paramètre qui est important pendant notre fertilisation. Même chose pour le pH. On peut voir d'une année à l'autre, c'est assez variable. En fait, là, c'est un essai qui a été fait sur 13 fermes à peu près. Puis on a même trouvé là, dans les états de recyclage, là, en fait, il n'y a pas les barres d'erreur sur ce tableau-là, fait qu'on ne voit pas les différences qu'il peut y avoir. Mais on a vu qu'il pouvait avoir du pH qui allait jusqu'à 10. Donc, un pH de 10, là, ça commence à devenir problématique pour votre fertilisation, pour les plantes, les maladies. Fait qu'encore là, c'est une donnée qui est bien importante à avoir. Là. Bon, même chose pour le potassium. On voit que ça devient de plus en plus pire, en plus en saison, là, surtout à la saison, surtout ici, là, je pense qu'en 2014, celle-là ici. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence à avoir de moins en moins d'eau pendant l'été, plus d'évaporation. Donc, on commence à
avoir une concentration de plus en plus élevée là, de ces nutriments-là qui peuvent devenir problématiques aussi là, pour la production. Donc, ce qui est important de retenir, c'est de savoir c'est quoi votre source d'eau. Il faut protéger les sources. Il faut donc de la faune, de l'engrais, qu'on va parler un petit peu plus loin, les ruissellements et peu importe. Ce que vous pouvez faire, comme je mentionné, faire des analyses d'eau fréquentes, déterminer ce que contient votre eau avec ces analyses-là, et de voir qu'est-ce que vos plantes ont besoin. Votre fertilisation peut peut-être être ajustée aussi avec ça. Puis ensuite de ça, consulter les guides de l'OMAFRA ou MARO, dépendamment de votre préférence du terme utilisé. Donc, je vous remets encore les guides. Janine aime beaucoup ces guides-là, on les met dedans. Ensuite de ça, on a un petit peu plus en production. Là, on va avoir du captage qui va être fait. Faut se rappeler qu'en fait, en Ontario, puis bientôt au BC, en Colombie-Britannique, pardon, je suis un petit peu en mode franglais parce qu'on communique en anglais depuis quelques jours pour cette présentation-là. J'ai un peu de difficulté à séparer les deux. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est ça, en Ontario, il y a déjà de la législation pour la recirculation dans les serres. Ça s'en vient aussi en Colombie-Britannique. Donc, probablement qu'encore là, ça va s'en venir aussi pour le Québec. C'est une question d'année. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir quand même un fort pourcentage d'eau qui va recirculer de toute manière. Donc, encore là, important de considérer ça. Donc, en fait, les bonnes pratiques dans la production pour les... là, j'ai un petit problème, je vois à moitié. C'est ça. Pour les pratiques, c'est les 4, on appelle ça les 4B. Là, en fait, en anglais, c'est les 4G, je pense. Donc, utiliser le bon produit. Donc, est-ce qu'on utilise incorporé, hydrosoluble? La concentration des macroéléments est importante. La propriété acidifiante, est-ce qu'on la veut, est-ce qu'on ne la veut pas, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on utilise des engrais qui sont de type visqueux ou on peut utiliser d'autres produits qui rendent les engrais visqueux? Ou est-ce qu'on utilise aussi là, c'est écrit passé en coco, là, mais des blocs de coco là, pour cacher le pot des mauvaises herbes, ce qui peut avoir aussi une influence sur l'évapotranspiration, en fait, l'évaporation du pot. Est-ce qu'on utilise la bonne dose d'engrais, comme je l'ai mentionné? Est-ce qu'on le fait dans le bon moment dans l'année? Est-ce que la plante elle va utiliser ces nutriments-là ou pas? Puis est-ce que ça va juste se perdre dans l'eau d'irrigation? Est-ce qu'on le fait au bon endroit? Ça, on va en parler un petit peu plus loin. Puis il y a aussi, il ne faut pas oublier l'incidence du substrat. Il y a différents substrats qui sont utilisés en production en contenant pépinière. Donc, les différents substrats vont avoir des capacités de rétention des nutriments différentes, puis la capacité de rétention d'eau différente, qui sont les deux paramètres qui sont très importants. Donc, ici, on voit quelque chose, là, c'est l'évacuation de l'eau en pépinière dans les contenants. Donc, la ligne rouge, encore là, c'est la cible là, du gouvernement du ministère de l'Environnement de l'Ontario. Ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même dans les limites, mais qu'on peut augmenter en haut des limites. Puis les bords d'erreur, on voit qu'ils peuvent être assez hautes. C'est la moyenne versus entre les bords d'erreur, ça veut dire qu'il peut y en avoir qui vont très haut quand même. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que le niveau n'est pas acceptable là, mais que là, dans l'eau d'évacuation, ça devient acceptable. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est un effet de dilution. Comme l'eau va aller dans une plus grande source d'eau, on va pouvoir la diluer. Fait que là, on va se dire, tout va bien, on est rendu dans les limites. Le problème, c'est que quand on fait ça pour tout, puis qu'on prend pour acquis que ça va se diluer, des fois, ça peut causer des problèmes. Un bon exemple pour ça, encore là, ça serait le fleuve Saint-Laurent. On pense qu'on peut diluer comme on veut dedans, mais on voit que ça cause quand même des problématiques, là, les nutriments. Là. Ça peut causer plein de problèmes pour les berges, etc. Même chose un petit peu pour les autres procédés. Il y a des fois des sources là, de contamination qu'on ne considère pas, mais qu'on devrait peut-être un petit peu plus considérer. Comme par exemple, la chaudière pour chauffer les serres ou peu importe. Il peut y avoir des nutriments là-dedans, il peut y avoir des contaminants. L'eau d'irrigation au sol, les eaux des drains, etc. C'est tous des risques qui semblent bas. En fait, c'est de l'eau qui est très concentrée. Je vais vous montrer ici avec le phosphore. Donc, dans ce cas-là, on voit différentes sources d'eau. Donc, l'eau du plancher des tables, de plantation, on a le drainage sous les tuiles, on a les tables de production,
l'eau de la solution nutritive, etc. Donc, on voit qu'ils sont pas mal tous en haut du niveau acceptable encore là, du ministère de l'Environnement de l'Ontario. Puis ensuite de ça, ben, en fait, on se dit, bon, ben, c'est toutes des petites sources, c'est pas grave, mais quand on les additionne ensemble, ça devient quelque chose de grave. Fait qu'encore là, je pense qu'il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que je peux améliorer là-dedans, puis qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qu'on tolère, puis qu'est-ce qu'on améliore, puis d'y aller, d'essayer petit peu par petit peu d'améliorer les pratiques. On vous rappelle encore que faire maintenant, ben, c'est tout le temps surveillance, faire des analyses d'eau, voir qu'est-ce qui s'échappe de la production. Analyse d'eau, analyse d'eau, analyse d'eau, c'est quand même quelque chose qui est important. Ensuite de ça, il y a aussi bien sûr la gestion des engrais. Comment on la capte, est-ce qu'on la capte, est-ce qu'on fait une recirculation, les engrais, est-ce qu'on les applique bien, l'irrigation, est-ce qu'on la fait bien aussi, est-ce qu'on a des bonnes pratiques. Puis ensuite de ça, ben, on peut aussi considérer le traitement de l'eau que je vais vous présenter à la fin de la présentation. Donc là, c'est une grosse slide, beaucoup de texte. En gros, il faut faire une surveillance continue. Donc, on essaye, dans le fond, nous, je pense que le minimum qu'on recommande, c'est à peu près aux 3 mois. Fait que, je vous ai montré ça tantôt. La même source d'eau va avoir vraiment des caractéristiques différentes dans l'année. Plus qu'on a de points, plus qu'on sait à quoi ça a l'air cette année-là. Si on a juste un point, ça ne nous donne pas une idée de grandeur, ça ne nous donne pas une idée de ce qui se passe. Idéalement, on recommande au moins une fois par mois, puis même ça, si vous êtes capable d'en faire plus, vous en faites plus. Puis, en tout cas, bref, il faut essayer d'en faire le plus possible. On effectue toujours des analyses complètes. Ce n'est pas nécessairement juste le NPK qui va avoir des problèmes. Ce qui est bien important aussi, on fait affaire avec des laboratoires qui sont accrédités. Ici, au Québec, on a un organisme d'accréditation des laboratoires. Fait que, on a ça, fait que c'est intéressant de le faire. On fait toujours accréditer. Les laboratoires accrédités vont avoir tendance à avoir des seuils un petit peu plus, des seuils de détection plus intenses, là, plus minimales. Fait que ça nous permet d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe aussi. L'important, c'est d'avoir des bouteilles propres. Prendre des bouteilles propres, on va aussi à la place qu'on pense qui est la plus représentative. On peut utiliser des perches, là, je vais vous montrer un petit peu plus loin, des perches pour les endroits qui sont difficiles d'accès. Puis on essaie de prélever là, au début de la semaine, c'est quand même un point important parce que quand on fait un shipping le vendredi pour de l'eau, ça va rester au transporteur toute la fin de semaine, ça va peut-être être à chaleur, à lumière, on ne sait pas trop. Donc, quand ça se rend au laboratoire, ben, encore là, dans l'eau, il y a comme un écosystème au complet. Fait que ça peut modifier les caractéristiques à la longue. Donc, autre chose super intéressante à considérer. Puis, on essaie d'aller avec le plus de points d'échantillonnage possible. Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'on fait juste la source d'eau qu'on a une idée d'ensemble de ce qui se passe sur notre production. C'est toujours important de tenir des registres. C'est sûr qu'on va se perdre si on fait beaucoup d'analyse d'eau puis qu'on n'a comme pas de registre de ça. Ça devient un petit peu difficile comme tâche. Le genre de perche qu'on utilise, ça ici, c'est une perche qui est utilisée pour le projet. Donc, on voit que la bouteille peut être attachée au bout, mais un beau dispositif avec du duct tape n'a jamais fait de mal à la personne. Le duct tape, ça sauve beaucoup de situations, donc on peut utiliser ça aussi. Sinon, bien important d'aller à la source, parce que là, si on fait un échantillonnage dans notre étang, on ne verra pas ce qui rentre dedans, parce qu'encore là, ça va être dilué. Fait que ça peut être quand même problématique. Les eaux qui ont des caractéristiques qui sont différentes, des températures différentes, qui ont aussi des différents nutriments dedans, vont avoir tendance à moins bien se mélanger aussi, à part s'il y a vraiment un bon brassage. Donc, c'est sûr que si on ne prend pas l'échantillon à la bonne place aussi dans l'étang, ça va donner des données qui sont différentes. Je vais vous montrer ça un petit peu plus loin. Puis encore là, ici, comme je vous dis, c'est ça, on essaie d'y aller vraiment à la source. Encore là, un autre dispositif avec une perche. Là, il n'y a pas de raison de se dire qu'on n'est pas capable de se rendre. Là. Je sais que vous êtes des gens qui s'organisent beaucoup. Là, puis je suis sûr que vous êtes capable de faire ça. Donc, on est rendu avec un nouveau sondage. Donc, je ne sais pas si... OK. Donc, on voulait savoir un petit peu votre fréquence d'échantillonnage. Donc, on a tous les ans, tous les 3 mois, tous les mois et à intervalles irréguliers. J'ai l'impression d'être dans un genre d'émission de je ne sais pas, un jeu télévisé ou quelque chose comme ça.
Donc là, ça fait 30 secondes. Je pense qu'on peut mettre fin au sondage. Donc, soit on le fait tous les ans, soit à des intervalles réguliers. Fait que c'est un petit peu égal, j'ai l'impression. On voit que c'est quand même répandu. Donc, comme je vous ai mentionné, c'est sûr qu'au moins une fois par année, c'est vraiment le minimum. Puis, tu sais, le 3 mois, ça serait bien. Là, je ne sais pas si on fermer ces fenêtres-là. Je ne sais pas si vous voyez les fenêtres ou pas. Là, avec Zoom, c'est dur à suivre. Mais en tout cas. Donc, comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt, par contre, oups, okay, on retourne là. Comme je vous ai mentionné, il y a des petits problèmes. Fait que là, ça, c'est influencé par les temps de pandémie. Là. Même moi, je me suis mis au tricot pendant la pandémie parce que je n'avais rien d'autre à faire. Donc, il y a un petit twist, comme on dirait en anglais, là, à ce niveau-là. On a fait des essais en pépinière. En fait, 4 pépinières et une serre. Donc, c'était des places qui avaient quand même des bonnes pratiques. On regarde les analyses d'eau, ça va bien. Par contre, on se rend compte qu'il y a quand même des cyanobactéries, des algues. La dilution, encore là, n'est pas vraiment une option. Ce n'est pas en se disant que ça va se diluer que le problème va s'en aller. Il y a quand même des problèmes. Premièrement, comme je vous ai dit, l'analyse d'eau, c'est une photo. Deuxièmement, l'eau ne va pas nécessairement se mélanger assez bien là, pour mélanger les nutriments. Donc, il peut y avoir quand même des concentrations, là, il peut y avoir un gradient de concentration qui peut quand même stimuler une croissance là, désordonnée des micro-organismes. Donc, quelque chose à considérer aussi, ce n'est pas parce que nos analyses d'eau sortent bien que tout va bien. En fait, l'élément le plus important à considérer pour les cyanobactéries, encore, c'est le phosphore. On essaie de prévenir là, je vous répète ça, mais c'est parce qu'on veut que ça rentre, comme on dit. On veut prévenir le lessivage. On fait une irrigation plus ciblée. On réduit la fertilisation, puis la fertilisation qu'on fait, on la fait de manière plus efficace. Là, on va rentrer un petit peu plus dans les résultats. Là. Les autres, c'est un petit peu plus pour prouver mon point. Là, on va aller dans des résultats quand même intéressants. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, ces résultats-là. Donc, dans les contenants pépinières, ils ont fait un essai sur la localisation. Donc, ça a été fait sur du Weigela, qui est, je pense que vous connaissez tout ça de toute manière, là, mais un beau petit arbuste qui fait des fleurs. Donc, on regardait le lessivage des nutriments, la quantité d'eau qui était utilisée, puis en fait, qui ruisselait. Puis, on a fait des observations visuelles aussi. Donc, on avait 3 méthodes d'application des engrais. On avait en pocket, là, puis une autre petite anecdote, c'est que, tu sais, pocket, on s'entend que c'est un gros anglicisme. Puis quand on a fait la présentation en anglais, je me suis rendu compte qu'eux autres appellent ça du déball. Fait qu'on n'utilise même pas le bon anglicisme. C'était une petite tranche de vie à part. Donc, ensuite de ça, on a essayé en surface, puis on a essayé par incorporation. Puis là, bon, ici, sur la présentation, on voit en haut à droite, là, ici, ça, c'est un petit peu qu'est-ce qui s'est lessivé. Là. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment des nutriments à grosse quantité si ça devient blanc comme ça. Puis qu'est-ce qu'on a essayé? Ben, en fait, qu'est-ce que Mme West mentionne, c'est que c'était beaucoup de travail de prendre ces données-là. Il y avait beaucoup d'échantillons différents. Donc, c'était quelque chose de difficile à faire. Les résultats sont intéressants. Donc, on voit une variation dans la croissance des racines. Je vous présente ça dans 2 diapos. Dans le fond, là, on voit dans le cas pour le Weigela, mais pour une autre espèce, ça va peut-être être une autre histoire. C'est sûr que c'est des essais qu'il faut faire. C'est plate à dire, là. On est des productions qui ont beaucoup d'espèces différentes, même les variétés différentes peuvent avoir des réponses différentes. Donc, c'est des essais à faire, mais si on les essaie, c'est bénéfique pour l'environnement. Puis, comme je vous mentionne plus loin un peu, au niveau économique, ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les agents de séquestration, on utilise des agents de séquestration qui permettent de retenir des éléments nutritifs. Ils pouvaient avoir des jaunissements. Fait que je pense que c'est pas encore, on n'est comme pas sûr encore de pouvoir utiliser ça. Il va y avoir des essais qui vont être faits, là, qui vont être réalisés éventuellement là-dessus pour y aller un petit peu plus en détail. Puis, on a remarqué aussi qu'il y avait une incidence possible du substrat là, pour la quantité d'eau, mais on le sait, les substrats différents ont des caractéristiques différentes. Fait que même pour un même essai chez des producteurs qui n'utilisent pas les mêmes, ça peut avoir une grosse influence. Donc, pour les résultats un petit peu plus chiffrés, on voit la source d'eau qui est notre témoin ici.
Ensuite de ça, on voit en pocket puis en surface qui sont assez similaires. Puis on voit que par incorporation, là, il y a vraiment plus de phosphore qui va se libérer là, par percolation. Donc, on voit que pendant l'incorporation, ce n'est peut-être pas le plus efficace là, pour la fertilisation qu'on veut faire dans les pots. Donc, il y a 3, là, on voit les racines ici, mais j'ai mis la présentation sur l'autre sur la prochaine slide, qui est celle-ci. Donc, en pocket, on voit qu'il y a vraiment 2 bonnes sphères là, de racines. En surface, on voit que c'est surtout en surface aussi. Puis par incorporation, bien, on voit que c'est un petit peu plus répandu dans le pot. Par contre, moi, je me suis posé justement la question moi-même. Il me semble que les systèmes racinaires différents doivent avoir des caractéristiques différentes. La masse était très similaire entre les 3 formules différentes. C'est la localisation, en fait, qui était différente. Ça n'avait pas d'influence sur la hauteur des plants. Puis, mais par contre, on a l'impression que ça pourrait être différent pour plus des arbres là, qui ont un système racinaire un petit peu plus complexe, là, puis une croissance plus longue. Encore là, c'est des essais à faire. Donc, si on veut faire des essais, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Pour ce qui est de l'apparence visuelle, c'est sûr qu'on présente juste des photos, fait que je ne pense pas que je vais vous convaincre avec ça, mais il n'y avait pas vraiment de différence là, entre les différents traitements. Donc, on peut voir les 3 traitements ici. Bon, pour ça, encore là, qu'est-ce que je mentionnais, c'est que ça pourrait avoir même un impact économique pour votre pépinière. Si on réduit un petit peu la quantité d'engrais qu'on utilise, mais qu'on fait une fertilisation plus efficace, donc au bon moment, avec les bonnes choses, puis au bon endroit dans le pot, mais on peut réduire la quantité d'engrais, ça peut être même économiquement plus viable là, que la méthode que vous effectuez en ce moment. Encore là, c'est ça, promotion des 4B, bonne dose, bon endroit, bon moment et bon produit. Les 4B, il faut s'en rappeler aussi. C'est une des 2 affaires de ma présentation qui est super importante de se rappeler. On peut procéder de manière différente pour faire ça. On peut le faire à une application manuelle. C'est sûr que ça prend une personne de plus pour le faire, mais je pense que ça peut être économiquement viable de le faire quand même. Bon, c'est sûr, je ne vais pas calculer les chiffres, mais je pense que ça peut être viable. Ensuite de ça, il y a bien sûr le dispensateur d'engrais. Donc, ça, c'est un exemple là, avec le ELF. Donc, il y a différents systèmes de dispensateurs d'engrais qui peuvent être qu'on peut utiliser pour faire du pocket. Là, cette diapo-là, peut-être une petite mauvaise traduction, là, mais quand on dit intérieur ou extérieur, là, on mentionne intérieur. En fait, on parle plus d'hydrosoluble versus à libération contrôlée. Fait que nous, on favorise plus libération contrôlée. Parce que c'est sûr que de l'engrais soluble, de la fertilisation, bon, ça va s'en aller un petit peu partout. Là, c'est sûr que si vous n'avez pas un système de recirculation d'eau, vous allez perdre ces nutriments-là, ça s'en va dans l'environnement. C'est tout simple que ça. Puis, en fait, ensuite de ça, en surface, au fond ou en profondeur, on le sait qu'on a vu avec les résultats qu'on devrait favoriser en surface. Autre essai avec des micro-éléments, là, comme le molybdène, il y a eu un essai avec les poinsettias. Donc, les poinsettias, c'est une plante qui est reconnue là, pour être très sensible aux différents molybdènes. Donc, cet essai-là, d'ailleurs, je ne veux pas qu'on prenne les résultats de cet essai-là comme du cash, mais c'est quand même un point pour illustrer, en fait, c'est pour illustrer mon point, c'est qu'on se rend compte que le molybdène, quand on le descend même jusqu'à 0 le 10 septembre, dans cette situation-là qui a été utilisée, mais peut-être pas dans toutes les situations, on se rend compte qu'il n'y avait pas de problème là, de carence de molybdène qui, normalement, là, va être des décolorations en marge des feuilles. Donc, c'est sûr que c'est à tester. Quand on décide de baisser un nutriment, il faut le tester à l'avance. On ne fait pas ça dans toute la production, c'est parce que ça risque de perdre la production. Puis moi, quand je vais arriver comme conseiller technique, je vais être bien stressé. Puis comme ceux qui me connaissent savent déjà que je le suis déjà à la base. Fait que on va essayer de limiter ça. Donc, c'est ça. En fait, le point que je veux apporter avec cette diapo-là, c'est qu'il faut y penser. Est-ce qu'on l'utilise vraiment pour la bonne raison, ce nutriment-là? Est-ce que la plante en a réellement besoin? C'est ça la pensée qu'il faut avoir, en fait. C'est pas y aller avec des absolus. C'est vraiment se poser ces questions-là. On est rendu à un autre sondage. On se demandait, c'est quoi en fait, vos pratiques? Vous pouvez choisir plusieurs réponses pour ce questionnaire-là. Donc, en fait, c'est quoi vos pratiques un petit peu plus pour l'engrais, fertilisation et tout ça? Donc, je vous laisse un petit 30 secondes pour
pour répondre à ces questions-là. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que là, à date, il n'y a personne qui répond. OK, parfait, on commence à rentrer les autres. Donc, on va laisser un petit 10 secondes de plus. OK, donc on va mettre fin au sondage. Donc, on voit que on apparie beaucoup l'engrais avec les besoins de culture, mais c'est le fun de voir parce que je pense qu'à part faible teneur en phosphore, en fait, tous les pourcentages sont quand même relativement élevés. Je m'attendais à moins que ça. Recirculation aussi, c'est sûr que la recirculation, je pense que nous, on n'a pas ça. Mais on va voir des résultats un petit peu plus loin. Là, je vais enlever ça parce que je ne sais pas si vous voyez encore. Fait que c'est ça. Fait que le résultat super intéressant du sondage. Vous voyez un petit peu, vous pouvez quand même vous comparer aussi avec les autres qui sont présents. Fait que super intéressant de faire ça. Bon, la qualité de l'eau avant qu'elle atteigne les plants, on peut aussi influencer ça. Donc, en fait, c'est surtout les méthodes d'irrigation. Il faut se demander encore là, la plante elle a quel besoin d'irrigation? Taux de lessivage, est-ce qu'on peut faire de l'irrigation cyclique, uniformité d'application? Toutes des choses qu'on a à considérer. Donc, je vous présente ça un petit peu tout de suite. Bon, on peut faire des groupements judicieux, donc des groupements qui vont permettre d'avoir des plantes qui ont les mêmes besoins. Et on peut même aussi peut-être tester là, de moins étendre là, notre production, que les plants soient plus collés un sur l'autre, ce qui va permettre de mieux capturer l'eau. D'ailleurs, Charles Goulet de l'Université Laval fait des essais là-dessus. Je pense que ça va bientôt se terminer. Ça va être des résultats super intéressants pour nous. Sinon, il y a aussi l'uniformité de distribution. Je ne vous dis pas de faire le plan. On peut voir qu'il y a quand même une différence de 10 là, juste avec les différents dispositifs. Je ne vous demande pas de faire quelque chose de parfait, mais il faut quand même travailler avec les infrastructures qu'on a pour les améliorer. Ça, d'ailleurs, cette étude-là, c'est un rapport qui est disponible en français sur la chaux. Il y a beaucoup de résultats qui sont disponibles sur le site de la chaux. Je vous invite à aller le voir. C'est tout traduit en français en plus. C'est des choses de fun à aller voir. Sinon, l'irrigation cyclique ou par impulsion, la mentalité derrière, c'est de faire des moins longues irrigations, mais d'en faire plus dans la journée. Fait que dans ce cas-là, il va y avoir beaucoup moins de nutriments qui vont être lessivés. Donc, encore là, on va aller avec un questionnaire, je pense. Oui, c'est ça. Donc, un nouveau questionnaire. Est-ce qu'on le met? OK, ça s'en vient. Fait que là, je vais juste vous laisser 20 secondes parce qu'on est vraiment en retard. Donc, on demande votre calendrier d'irrigation. C'est comment vous faites un petit peu la gestion de votre irrigation. Là, je suis en double écran aussi, c'est pour ça que je ne regarde pas nécessairement la caméra. Je ne veux pas être impoli. OK, fait qu'on va arrêter ça tout de suite. Donc, on voit que c'est à peu près, dans le fond, c'est des pratiques, là, 20 vont faire un petit peu quelque part entre A et B, tandis que les deux méthodes, c'est à peu près 40 des gens se séparent vraiment en deux. Fait que, encore là, résultat super intéressant. Donc, d'autres pratiques qui sont optimales. Première pratique, c'est vraiment capter puis stocker l'eau. La qualité d'eau va baisser dans l'été. On a de moins en moins d'eau, on dirait, là, pendant la saison. C'est important d'avoir un bon système de captage, d'avoir des étangs ou quelque chose comme ça. Donc là, je pense que ça va être notre dernier sondage. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer de cette option-là. Mais en fait, c'est de savoir quel genre de bassin vous avez, si vous avez un système là, pour retenir l'eau. Là, juste pour vous donner une idée, le contigu, c'était quand même un terme que je trouvais compliqué. Fait que c'est est-ce que le bassin est lié à une source d'eau souterraine? Donc, c'est est-ce qu'il est lié à. Donc, je vous laisse un petit 20 secondes pour répondre, là, parce qu'encore là, on est rendu un petit peu à court de temps. OK. Donc, on peut voir que c'est quand même assez répandu entre les différents systèmes. Encore là, résultat super intéressant. Mais c'est ça. Donc, il
n'y a pas de bonne réponse pour ça, mais c'est sûr que d'avoir des étangs de rétention pour les nutriments, puis en plus de ça, ça nous permet d'avoir des choses intéressantes. Un autre petite pensée aussi, les fertilisants, dans le fond, on a beaucoup de règles pour les pesticides au Québec. Pour voir les fertilisants comme des pesticides, en fait, c'est des matières qui sont autant dangereuses pour l'environnement si on les utilise de mauvaise manière. Donc, je ne vous demande pas de respecter toutes les règles que vous faites aussi avec les pesticides. Je sais que c'est assez compliqué, c'est complexe, mais de se poser la question, crime, si ça va dans l'environnement, ça fait quoi? Puis comment que je peux protéger l'environnement dans ma production de manière simple, qui est réalisable et qui est justifié de faire. Là. Fait que c'est une pratique qu'on peut penser. Si j'avais un pesticide, comment je gérerais cette situation-là? Donc, ensuite de ça, quand on se rend après la production, on est rendu au captage. Fait que là, dans ce cas-là, la seule solution qui nous reste, c'est de traiter notre eau. Donc, on peut traiter le côté chimique et biologique, peut-être moins le côté physique. Le physique, c'est plus un petit peu la température de l'eau et autres, c'est plus difficile à tester. Fait que je vais vous présenter là, vraiment un rafale des essais qui ont été effectués par Mme West. Donc, en fait, c'est des dispositifs un petit peu différents. Donc, ici, c'est une zone humide artificielle. Donc, dans ce cas-là, comme il n'y a pas de copeaux de bois, ça ne sert pas vraiment à détoxifier. Dans ce cas-là, c'est plus pour retirer de baisser la sédimentation. Parce que ça pourrait nous permettre de faire des traitements d'ozone ou en tout cas un petit peu moins boucher le système d'irrigation. Donc, ça permet aux particules qui présentent d'ailleurs beaucoup de phosphore de se sédimenter. Sinon, on a des dispositifs qu'on peut avoir à l'intérieur des serres là, avec des filtres à tissu ou des filtres à sable qui peuvent encore là, être intéressants pour ramasser ces particules-là qui sont remplies de nutriments. Ensuite de ça, il y a des traitements, une panoplie de traitements additionnels. Donc, HTS, là, pour vous donner une idée, c'est un système de traitement hybride. C'est avec du copeau de bois puis un genre de milieu humide. Là, je vais vous montrer un peu à quoi ça a l'air. Moi, je trouve ça le fun de dire, mettons, là, si j'étais producteur, de dire hey, j'ai mon bioréacteur. Je trouve que ça sonne scientifique ou hey, j'ai mon milieu humide artificiel. En tout cas, moi, je trouverais ça le fun de dire ça aux gens. Donc, un système qui est intéressant, ici, on voit qu'il y a des copeaux de bois. Fait que là, dans ce cas-là, il va y avoir de la dénitrification par les micro-organismes. Les micro-organismes vont utiliser le carbone du bois, vont utiliser l'azote qui est retrouvé, le phosphore. Fait que ça va permettre un petit peu de retirer les nutriments qui pourraient se retrouver dans l'environnement. Chose intéressante aussi, celui-là, c'est un bassin qui est très profond. Fait qu'il y a un milieu anaérobique qu'on appelle, donc il n'y a pas d'oxygène. Ce milieu-là peut abaisser un petit peu la quantité d'agents pathogènes, même en propagule. Donc, même les spores, etc., peuvent être retirés un petit peu. Donc, dans les essais, il y a même fait des tests d'ADN, des PCR, là, les fameuses PCR qu'on entend tout le temps. Ils ont fait des essais avec ça. Puis ils n'ont pas réussi à détecter les agents pathogènes. Fait que, moi, je trouve ça vraiment intéressant comme résultat, en fait. Là, ça pourrait nous mener à une piste super intéressante pour le traitement. Même chose que ça, c'est un autre milieu humide contrôlé. Il n'y avait pas de retrait nécessaire de nutriments dans ce cas-là. Là. Les analyses étaient belles. Donc là, c'était pour retirer les tanins. En fait, il y avait beaucoup de tanins dans l'eau. Puis le producteur voulait faire des essais avec des UV. Donc là, les tanins bloquaient les UV. Donc, c'était pour retirer les tanins. On a aussi des options là, vers les stationnements. Donc, l'option 1, c'est... en fait, c'est ça. Dans le fond, c'est des options de traitement encore là avec de la chip de bois, là, en bon français, des copeaux de bois. Ici, c'est une zone un petit peu de parking pour les plants qu'on les déracine. Je ne pense pas qu'on ait vraiment cette pratique-là au Québec, mais c'est quand même répandu en Ontario. Puis, en fait, de ça, eux autres, ils ont fait une pierre deux coups, puis ils ont mis des copeaux de bois, des scories qu'on appelle, qui sont des duminiers, qui est riche en fer, qui va venir capter les phosphates. En fait, ça peut être super intéressant aussi là, à considérer. Finalement, en fait, un autre bassin là, de rétention qui est fait avec des copeaux de bois et des scories. Par contre, lui, il va être moins profond. On pourra pas, il n'y aura pas l'effet de. Enfin, il y a de l'aération partout. Là, il n'y aura pas d'effet anaérobique pour les agents pathogènes. Bon, il y a des essais qui ont été faits à l'année 2020. Puis ça, c'est pour les traitements dans les bassins, à même les bassins. Donc, il y a l'aération classique, les macrophytes, donc c'est en fait des algues, des plantes aquatiques. Il y a de l'ombrage mécanique pour empêcher la croissance des algues.
ombrage végétatif avec des lentilles d'eau, qui est une petite plante, là, la petite vase verte qu'on voit sur les cours d'eau. Puis les matériaux qui fixent le phosphore, ça je pense que ça n'a pas très bien fonctionné, fait qu'on va refaire des essais. Ensuite de ça, à l'intérieur du bassin, il y a d'autres traitements comme les îlots végétaux flottants, puis les nanobulles qui vont permettre une aération. Ici, un petit peu, c'est juste pour vous montrer le dispositif vite, mais là, comme on manque vraiment de temps, je ne vais pas passer rapidement. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le fond, c'est pour faire un environnement dans l'étang puis essayer plusieurs traitements dans un même étang. Puis qu'est-ce que Mme West a dit, c'est que les animaux s'amusaient vraiment beaucoup à déchirer. Là, fait que c'était un petit problème pendant les expériences. C'est toujours comme ça. Ça, on voit vraiment un étang avec les différents traitements. Donc, on a en haut à gauche là, avec les lentilles d'eau. Ensuite, en bas, je pense que c'est le témoin. Ensuite de ça, en bas encore, c'est l'ombrière. Puis à droite, avec les petites bulles, c'est avec de l'aération. Donc, on faisait plusieurs essais. Ce qui était le fun, c'est que c'était avec un pédalo. Si un jour l'IGDO fait des projets là-dessus, moi j'ai un stand-up paddleboard, là, fait qu'on va essayer de faire ça avec ça, je pense. Mais on va voir. Ensuite de ça, il y avait les Phytolink. Ça, dans le fond, c'est un dispositif qui permet d'avoir des plantes là, comme l'espèce de grillage que vous voyez ici. Vous allez, dans le fond, ce grillage-là va flotter, puis on peut mettre des plantes dessus. Les plantes vont utiliser les nutriments en excès et vont permettre là, un petit peu de détoxifier l'eau. Par contre, là, il y a eu des petits problèmes là, pendant l'été parce que l'étang a baissé un petit peu d'eau. Fait que là, on n'a pas pu continuer l'essai. Fait qu'on va recommencer ces essais-là. Mais quand même une solution que je trouvais intéressante. Sinon, il y a les systèmes d'aération à nanobulles. Donc, le fait que les bulles soient plus petites, on va avoir une meilleure surface, donc plus de réactivité. Donc, ça va plus encourager les micro-organismes qui sont présents dans l'eau à faire une détoxification puis à faire à sédimenter les particules. Donc ici, là, on voit une installation là, de ce dispositif-là. On a aussi des plantes aquatiques comme Pontédaria. Ça fonctionne seulement dans les eaux qui sont peu profondes. Il y a une récolte qui est nécessaire, mais c'est ça. Pour le moment, c'est un petit peu provisoire. C'est juste pour vous dire que l'option est là. Il va y avoir des essais qui sont faits en 2021. Donc, je suis désolé, là, on va passer à la deuxième partie rapidement. Je pense que je me suis emporté dans la première partie. Mais en gros, le sommaire, c'est qu'il faut utiliser les outils à votre disposition. Fait que je vous le dis encore, analyse d'eau, analyse d'eau, analyse d'eau. On utilise les 4 B pour les engrais. Pour l'eau, ben, c'est sûr que c'est l'irrigation qui est le mot d'ordre, faire la bonne irrigation. Il faut tester ça, il faut l'essayer, je pense. Puis, je pense qu'on peut vraiment réduire la quantité d'eau qu'on utilise. Puis en plus de ça, là, réduire là, les pertes de nutriments qu'on a dans les pots. Sinon, nous, on n'est pas fort sur les bassins de rétention. Peut-être que ça va être une exigence bientôt. Fait que commencer à considérer cette option-là. Donc, ici, je mets les ressources un petit peu. Là, je pense que vous allez avoir les diapositives comme ressources après. Puis je pense même que la présentation va être en ligne. Mais vous pouvez voir, là, il y a différentes ressources, le site de la chaux, le plan agro-environnemental, notre PA, j'ai mis un lien, là, mais je pense que vous connaissez déjà bien ça normalement. Les 2 guides encore, là, pour la 3e fois pendant la présentation. Northern Nursery Association, puis Cleanwater, je suis peut-être un petit peu moins, je connais un peu moins ces sources-là, mais c'est Mme West là, qui les a mis là. Donc, on a le courriel à Mme West, Anne Newberg, qui est une autre chercheuse. Puis, j'ai mis mon courriel aussi. Fait que si vous avez un petit peu de difficulté avec l'anglais, puis vous voulez que je communique avec Mme West pour poser vos questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Puis, en tout cas, si vous ne retrouvez pas mon courriel d'une manière ou d'une autre, appelez à l'IGDO pour me parler. Puis, on s'arrangera pour poser les questions ensemble si vous voulez. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que j'ai fait ça de manière fluide puis que je suis resté intéressant. C'est une grosse présentation, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. Donc, je pense qu'on aurait peut-être du temps pour quelques questions. Rita, do we have some time for questions? Absolutely. We have all kinds of time for questions as long as Julian has time. Yeah, sure. Donc, on vous invite tout simplement à prendre la parole là, ou encore l'inscrire dans la zone questions-réponses. Soyez pas gênés. Profitez-en. Donc, tout est clair? C'est ce que je comprends? Oh, je sais pas.
On pose la question ici. Jimmy pose la question. Julien, est-ce que tu vas traduire? Je vois pas. Ben, est-ce que c'est dans. OK. Ben, OK, je vais y aller. c'est dans Je vais y aller. C'est dans discussion ou dans Q&R? Bouge pas. Ben There là, is que j'y vais. J'y vais tout regarding simplement. the nanobubblers versus conventional Yeah. aeration. Julien, are you okay to answer that? Yeah, sure. Ben, dans le fond, ben, Jimmy aussi parle en anglais, là. Mais en gros, bon, ben, le système de nanobulles, comme j'ai mentionné, il va faire des bulles qui sont beaucoup plus petites. Donc, plus de surface de contact. Donc, les bulles vont avoir une plus grosse surface pour contacter l'environnement. Donc, les micro-organismes vont plus facilement l'utiliser. Ça va permettre l'activité que les micro-organismes vont avoir pour un petit peu dépolluer, améliorer la qualité. Ça va être augmenté par ce système-là de nanobulles versus un aérateur conventionnel. Est-ce que les gens ont... Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas, c'est l'occasion. Moi, j'en aurais peut-être une rapide. Oui. J'aurais aimé juste qu'on me confirme les photos qu'on a vues précédemment, justement, avec le plasma de l'engrais à libération contrôlée. Donc, la masse racinaire était non significative, n'était pas différente. C'est bien ça? C'est ça, il y avait pas. Ben, la masse racinaire, il n'y avait pas de différence entre les traitements. C'était vraiment juste où elle était localisée dans les différents pots là, qui étaient différentes. OK. Mais en grammes, en poids, c'était pas significativement différent. Oui, c'est ça. OK. Intéressant. C'est intéressant, si je peux me permettre un commentaire, parce qu'on a longtemps fait la promotion, justement, de l'incorporation de l'engrais à l'empotage, parce que on sauvait du temps, puis on pensait justement qu'en répartissant mieux l'engrais, que c'était bien pour les racines, mais là, on se rend compte qu'il y a peut-être un effet secondaire important là, pour la perte de phosphore.